Bonjour et bienvenue à vous tous qui me regardez. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo. Ça y est, je me lance, je passe à l'action. Ça fait déjà un petit moment que j'ai envie, un petit moment que ça me démange un peu. Et voilà, les doutes, les appréhensions, les peurs, les manques de confiance m'ont empêché de passer à l'acte avant. Donc voilà, ça y est, aujourd'hui je passe à l'action. C'est donc parti pour cette première vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des fausses croyances en ce qui concerne l'éducation qu'on peut apporter au quotidien avec nos enfants pour les accompagner au mieux et faire d'eux des enfants épanouis. Et puis le but ultime, qu'ils soient des adultes épanouis et qu'ils soient responsables de leurs actes et de leurs actions. Voilà, donc du coup, quelles sont ces fausses croyances? J'en ai ciblé 5 aujourd'hui. Il y en a peut-être d'autres. Là, aujourd'hui, en tout cas, je pense à 5 et je voulais vous les partager. Voilà, donc la première, les rapports de force. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une première chose. On a tendance à entretenir, garder et avoir cette mauvaise habitude, puisque c'est une mauvaise habitude d'entretenir les rapports de force avec nos enfants. Voilà, c'est des choses qui sont ancrées, qui sont là, qui sont bien dans notre façon de faire, dans notre société, les rapports de force. Il faut garder le contrôle, il faut avoir le pouvoir sur l'enfant. À quel but? Voilà, ça fait un petit moment que moi je me suis défaite de cette croyance et aujourd'hui, voilà, je suis vraiment convaincue que les rapports de force, 1, c'est inutile et 2, ça ne mène à rien et c'est complètement... c'est pas du tout constructif pour un enfant. Voilà, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va lui... Voilà, il va avoir du manque de confiance en soi, il va peut-être créer des phobies ou des habitudes. Moi, je sais que par exemple, en tant qu'adulte, puisque je suis née dans ce genre de famille qui utilise ce processus ou cette méthode, enfin, peu importe comment on l'appelle, voilà, moi aujourd'hui, ça ne m'apporte absolument rien et pourtant, j'en ressens encore les effets. Pour le coup, ils sont négatifs. Alors, pas avec mon fils, puisque j'ai assez travaillé sur moi, même si ça apparaît encore un petit peu, de temps en temps, je pense, quand je suis fatiguée, le stress qui des fois monte encore, parce que c'est pas encore complètement acquis. Donc du coup, oui, effectivement, avec mon fils, j'ai réussi à ne pas avoir ce rapport de force parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt et c'est néfaste pour lui. Par contre, dans mon rôle de femme, ça me porte encore préjudice, au moins sur le plan de ce qu'on peut appeler le complexe d'infériorité. Donc voilà, un petit complexe qui peut me porter un petit peu préjudice parfois, voilà, un mal-être et puis qui m'empêche d'être à 100% moi avec les autres. Donc voilà, le rapport de force, aucun intérêt, est plutôt néfaste. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce rapport de force? Moi, je pense au choix qu'on peut donner aux enfants. Alors oui, effectivement, on parle toujours de... On ne peut pas laisser de choix aux enfants, c'est pas bon et tout. Alors je suis d'accord pour la première partie, les premiers mois de vie. Moi, j'ai peut-être commencé un petit peu tôt. Voilà, j'ai appris après que c'était un peu plus tard. Donc 2 ans et demi, voilà, à partir de 2 ans et demi, c'est bien. On peut commencer à donner des choix aux enfants. Alors quand je parle de choix, évidemment, on ne parle pas de est-ce que tu veux que papa et maman divorcent, est-ce que tu veux que maman change de travail, est-ce que tu veux que avoir un petit frère ou une petite sœur. C'est évident qu'on ne va pas poser ce genre de choix à un enfant. Par contre, on peut lui proposer le choix comme comment veux-tu t'habiller ce matin? Est-ce que tu veux un pantalon noir? Est-ce que tu veux ton pantalon rouge? Est-ce que tu veux ton t-shirt blanc? Est-ce que tu veux ton pull bleu? Voilà, un dessert, je te propose un fruit. Est-ce que tu veux une pomme? Est-ce que tu veux une banane? Voilà, c'est des choix, ça, où il peut tout à fait être en mesure d'avoir lui-même. Quel intérêt ça a de faire les choix? Ça va, pour l'enfant, montrer qu'au moins l'adulte lui fait confiance, ça va lui développer sa confiance en soi et ça va nourrir son pouvoir personnel, ce que Isabelle Fiesa appelle son pouvoir personnel.
Oui, on a tous un pouvoir, on a tous envie d'être là et de s'affirmer, etc. Donc l'enfant c'est pareil, il a un pouvoir personnel à nourrir et à développer. Dans ce rapport de force, j'ai aussi noté que en fait, je parle de l'expression. Je parle de l'expression des émotions, principalement les émotions, des ressentis, etc. Le fait de s'exprimer, le fait de dire ce qu'il a envie. On a tendance à dire aux enfants, tais-toi, arrête de faire une colère, tais-toi, arrête, c'est moi qui décide, même si ça te plaît pas, c'est comme ça. Sauf que c'est très néfaste pour l'enfant, ça évite, on lui empêche de nourrir sa confiance en soi. Ça empêche de lui de prendre de la valeur et de prendre sa place, etc. Est-ce que moi je vaux quelque chose, je peux m'exprimer, voilà, ça c'est très important. Combien d'adultes aujourd'hui je vois autour de moi qui n'a pas confiance en lui parce qu'on ne lui a pas donné la possibilité d'être lui-même, de s'exprimer, de prendre des choix et de prendre sa place au sein de la famille, tout simplement, prendre sa place. J'ai noté également la notion de gagnant-perdant dans ce rapport de force. Effectivement, je parle de gagnant-perdant. C'est Thomas Gordon. Je vous invite à lire son livre Parents efficaces pour une meilleure éducation. Je ne sais plus exactement, mais c'est Parents efficaces, en tout cas le gros titre. Je vous redirai ça. Voilà, je remettrai le lien, je vous le mettrai un peu exactement. Et il parle effectivement de la communication, du lien parent-enfant, gagnant-perdant. Alors ça c'est pareil, c'est assez important, c'est aussi très... on voit beaucoup le rapport de force quand on parle du gagnant-perdant. Qu'est-ce que c'est que le gagnant-perdant? C'est le fait que l'adulte soit toujours gagnant dans toutes les relations, dans tous les conflits ou dans tous les liens, communication, etc. Le parent est toujours gagnant, l'enfant est toujours perdant. Quoi qu'il arrive, le parent, c'est moi qui décide, c'est moi qui... c'est comme ça, tu obéis, etc. Donc l'enfant n'a jamais, en fait, n'a jamais l'opportunité de nourrir cette je vais y arriver. L'enfant n'a pas la possibilité de nourrir ce pouvoir personnel que je parlais tout à l'heure. Et donc du coup, ça va l'empêcher de grandir, ça va l'empêcher de développer son néocortex, son cerveau préfrontal. Alors qu'est-ce que c'est? Pour faire une petite parenthèse sur le cerveau. Le cerveau est composé de 3 niveaux. Nous avons le premier qui est le cerveau reptilien. Donc celui-là, c'est celui qui était là tout en premier, il y a des milliers d'années. C'est le cerveau du reptile, du lézard, c'est le cerveau qui nous permet d'avoir les bases et les réflexes que le corps peut avoir, à savoir les clignements des yeux, la respiration inconsciente. Ça peut aussi être le stress. Voilà, face à un animal sauvage, les personnes étaient sous stress. Je parlerai du stress un peu plus profondément, je ne vais pas le développer maintenant sur une autre vidéo. Nous avons également au deuxième étage, au deuxième niveau, le cerveau limbique qui est le siège des émotions et émotions fortes également, hein, et on parle d'émotions fortes comme la colère, comme la tristesse, etc. Donc c'est le cerveau des émotions. Le troisième niveau étant le cortex, le néocortex, qui est situé sur la plus grosse partie du crâne au-dessus, avec les différentes aires, donc les aires visuelles, les aires auditives, etc. Et entre autres, il y a l'aire pas néocortex, mais l'aire préfrontale qui se situe à l'arrière du cerveau. À savoir, ce cerveau
comme je vous l'ai indiqué, c'est le cerveau de l'adulte. Qu'en est-il du cerveau de l'enfant? Le cerveau de l'enfant, lui, il est complètement mature à la naissance, à savoir le cerveau reptilien et leur cerveau limbique. Uniquement. Donc ces deux parties, ces deux cerveaux-là sont complètement achevés à la naissance. Par contre, le cerveau, le néocortex avec son cerveau préfrontal, il est absolument immature. Il est en élaboration, il est en construction. Et ce jusqu'aux 25 ans de l'individu. Voilà, le cerveau il est complètement achevé lorsque l'enfant atteint ses 25 ans. Ça laisse à réfléchir. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai dit un petit peu le siège, qu'est-ce qui se passait avec le cerveau reptilien. J'ai parlé un petit peu de ce qui se passait dans le cerveau, qu'est-ce qui était le cerveau limbique, mais j'ai pas parlé de ce qui se passait et que fait le cerveau néocortex avec le préfrontal. En fait, c'est le siège, c'est le cerveau le plus élaboré. Et donc, c'est celui qui va permettre de prendre du recul, d'analyser les choses, de relativiser, d'apprendre à gérer ses émotions, gérer son corps, etc. Donc, c'est celui qui est un petit peu plus élaboré et que l'adulte, lui seul, possède. Voilà, donc il est effectivement complètement inutile de demander à un enfant d'aller réfléchir dans sa chambre puisque son cerveau ne le permet pas. Inutile de demander à un petit enfant qui fait une colère de lui demander d'arrêter de faire sa colère. Son cerveau ne lui permet pas. Demander à un enfant de se précipiter, de se dépêcher parce que vous êtes en retard est inefficace. Ce sont des choses en fait qui sont non seulement inutiles parce que l'enfant n'est pas en capacité, mais scientifiquement prouvé, c'est même très néfaste pour son cerveau. Non seulement ça empêche le cerveau préfrontal de maturer, mais en plus, ça le détruit, ça détruit des neurones, ça détruit des connexions, puisque les connexions entre les trois cerveaux ne sont pas faites. Voilà, tout ça, ça évite la maturation, ça détruit ce qui est déjà construit, etc. Donc attention, donc tout ça c'était cette petite parenthèse sur le cerveau pour vous expliquer que le gagnant-perdant, voilà, le fait d'avoir cette approche gagnant-perdant, ça veut dire que l'enfant il est toujours dans le rôle du perdant, ça ne va pas l'aider à construire son cerveau préfrontal. Qu'est-ce qu'on a également comme mode de communication? Donc nous avons vu, nous avons le mode gagnant-perdant où le parent est toujours gagnant et l'enfant est toujours perdant. Nous avons le système perdant-gagnant, et là, non, au contraire, c'est le parent qui est toujours perdant et l'enfant qui est toujours gagnant. Alors là, évidemment, ce n'est pas recommandé non plus. Hein, on n'est pas non plus dans ce qu'on peut appeler l'enfant roi. Non, l'enfant a besoin de règles, de savoir vivre en communauté, de savoir les règles de vie, de sécurité et tout ça. Donc ça, il ne peut pas l'apprendre tout seul, c'est évident. Par contre, quelque chose de positif, c'est la troisième approche. La troisième méthode étant le gagnant-gagnant. Qu'est-ce que c'est que le gagnant-gagnant? Eh bien, c'est là, dans cette méthode, ce conflit, que ce soit un conflit ou juste une communication, etc. C'est effectivement où personne n'est perdant, où les deux parties sont gagnants. Oui, c'est possible, même avec les très jeunes enfants. Moi, je l'ai testé sur mon fils il n'y a pas si longtemps. Alors, c'est difficile, hein. Je ne dis pas que je l'ai acquis au quotidien, je ne dis pas que je le mets en place, c'est encore de façon spontanée. Il y a encore des choses du passé qui reviennent, hein. C'est bien ancré. C'est bien ancré, j'en reparlerai d'ailleurs parce qu'on dit que c'est ancré jusque la moindre petite cellule, j'en reparlerai. Donc effectivement, il est important d'avoir cette méthode gagnant-gagnant. Ça permet de satisfaire les deux parties, d'aider l'enfant à construire son cerveau préfrontal et en plus d'avoir du pouvoir personnel, de se sentir acteur de sa vie. Voilà, tout simplement. Mais aussi pour construire son cerveau. Donc ça, c'est Thomas Gordon qui en parle. Donc dans son livre qui est très bien expliqué, qui est facile à lire, voilà, il y a un très bon livre.
Voilà pour le rapport de force, ce que je pouvais en dire. Donc maintenant, je vais parler de la deuxième fausse croyance sur l'éducation, c'est l'obéissance. Oui, alors l'obéissance, Isabelle Fioza parle de mythe de l'obéissance. Et donc Isabelle Fioza, si vous ne savez pas, c'est une psychothérapeute qui travaille depuis un moment sur l'enfance et puis voilà, qui a fait pas mal de recherches, entre autres sur le cerveau de l'enfant et qui du coup se pose sur des bases solides et qui accompagne des parents depuis quand même assez longtemps. Et entre parenthèses, je suis acceptée dans son école, donc je vais pouvoir faire son école à partir de novembre. Dans 2 ou 3 semaines, je commence la première semaine de formation pour devenir coach parental. Ceci étant dit, donc l'obéissance, oui. Marshall Rosenberg nous parle dans son livre La CNV, les fenêtres ont des mots, les portes, je vous remets le titre exact, n'est-ce pas? Donc Marshall Rosenberg qui est le créateur, le fondateur, voilà, celui qui a découvert et qui a appliqué et qui a fait pendant toute sa vie des livres et puis des conférences sur la CNV, la communication non violente. Il a été médiateur aussi au sein de familles, de pays en guerre, etc. Donc il a une grande implication dans la communication entre 2, 3 ou plusieurs parties. Et il nous parle de l'obéissance, il nous parle vraiment de dangerosité. L'obéissance est dangereuse. Rappelons-nous et surtout faisons de nos expériences passées des expériences acquises et que voilà, on comprend ce qui s'est passé et on en retire des leçons. Voilà, retirer des leçons de nos expériences passées. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années encore, et c'est pas encore si loin. Il y a un homme, un seul homme, rien que par l'obéissance, a permis à des milliers de personnes d'envoyer des milliers de personnes à la mort. Juste par obéissance. Il parle de communication bureaucratique. Voilà. En fin de guerre, lors des tribunaux, les procès de ces personnes-là qui envoyaient les gens à la mort, lorsqu'on leur demandait pourquoi avez-vous fait ça, ils se déchargeaient de toute responsabilité en répondant « J'ai suivi les ordres. J'ai eu des ordres, je les ai appliqués, j'ai l'obéissance, j'ai obéi. » Donc ces personnes-là, en fait, se sont complètement déchargées de toute responsabilité. Et donc, c'est très dangereux de demander à des enfants aujourd'hui, dans notre dans notre éducation, de demander à des enfants d'obéir. Donc, plutôt que de demander à des enfants d'obéir, plutôt apprenons-les à être responsables de leurs actes, responsables de leurs paroles, responsables de leurs choix. Et puis voilà, la vie elle-même se chargera de leur montrer s'ils sont sur le bon ou sur le mauvais chemin. Moi j'aime beaucoup l'apprentissage par effectivement les expériences naturelles, voilà, les causes à effet un peu. Voilà, c'est très intéressant. Et je pense que d'ailleurs c'est un des meilleurs apprentissages que d'ordonner quelque chose à un enfant ou de priver. Voilà pour la deuxième fausse croyance. Donc la troisième fausse croyance étant, voilà, j'ai parlé de la punition. La punition. Oui, alors ça c'est pareil, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on pratique la punition dans le cadre éducatif, mais est-ce vraiment utile et bon pour l'enfant? Eh bien non, la réponse est non. Non seulement elle est inutile, parce que souvent en plus on a de genres de punitions qui ont ni queue ni tête et qui ont aucun but éducatif, enfin
écrire 10 000 fois la ligne je ne copie pas sur mon voisin, je vois pas en quoi ça va éduquer, ça va empêcher de regarder sur le voisin la prochaine fois. Tu vas te priver de télé parce que tu es rentré à minuit 5 au lieu de minuit comme c'était convenu. Je ne suis pas sûre, ça a un grand sens éducatif. Voilà, et puis comme on l'a vu avec le cerveau, aller demander à un enfant d'aller réfléchir dans sa chambre, ce n'est pas éducatif non plus. C'est non seulement pas éducatif, mais c'est très dangereux pour son cerveau. Ça lui empêche de maturer, puisque ça le met sous stress. Le stress déclenche l'hormone du stress qui est très très néfaste pour le cerveau. Je reviendrai sur le stress sur une autre vidéo. Je pense que c'est très intéressant d'en savoir plus. Et non seulement ça l'empêche de maturer, mais ça le détruit également. Donc à partir du moment où on met un enfant sous stress, et la punition est une cause voilà, ça met un enfant sous stress, ça empêchera le cerveau de maturer et en plus de se construire. Et puis même ça va le détruire. Voilà. Ok, voilà pour la punition. Donc ça c'était la troisième fausse croyance. La quatrième fausse croyance, je voulais vous parler des violences morales et des violences physiques. Qu'est-ce que c'est qu'une violence morale? Donc je parle de violence morale, tout ce qui est humiliation, tout ce qui est rabaissement, tout ce qui est étiquette également, hein, les étiquettes comme tu es maladroit, tu es colérique, tu es insupportable, voilà, tu es nul, etc. Ce sont des étiquettes et c'est une violence morale. Ça empêche l'enfant de se construire et voilà, ça détruit sa confiance en lui. Si elle est faible, déjà, ça rabaisse, sinon ça l'empêche de se développer. Voilà, j'ai dit quoi? Étiquette, humiliation, rabaissement, les comparaisons entre les copains ou avec les frères et sœurs. Les chantages, ça c'est pareil, ça fait partie d'une violence, enfin c'est ça, c'est absolument inutile et puis maladroit et voilà, ça aucun but éducatif, bien au contraire. Les violences physiques. Alors, évidemment, dans les violences physiques, on est amplement d'accord qu'on parle des coups de bâton, des coups de ceinture, des coups de pied dans les fesses, enfin tout genre de choses, d'atrocités comme mettre dans un placard, etc., qui sont atroces mais qui malheureusement nous voyons encore à notre époque. Et je parle également des fessées, des claques, des tirages de cheveux, des tirages d'oreilles, des pincements ou des serrages de bras, tout ce qui est violent physiquement, qui fait mal. Une petite tape sur la tête aussi comme ça, tout ça fait partie des violences physiques. On pourrait dire que la violence morale est beaucoup plus impactante que la violence physique, mais quelque part la violence physique, j'ai envie de vous dire, la violence physique engendre la violence morale. Donc évidemment, dans les deux cas, mais la violence morale s'inscrit effectivement dans la moindre des cellules. Il faut savoir que effectivement, tout ce qui est traumatisme, violence, etc., il y a des études qui ont été menées et qui montrent que cela s'inscrit jusqu'à la moindre petite cellule et jusqu'à l'ADN. L'ADN est marqué par une violence, quelle qu'elle soit. Il faut même savoir que... D'ailleurs, j'ai partagé une vidéo sur ma page Facebook, donc je vous invite à aller visionner cette vidéo qui est très très intéressante. Donc en fait, elle montre effectivement que les violences et les traumatismes s'inscrivent dans la moindre petite particule d'ADN. Ça déforme vraiment le chromosome de l'ADN. Et ce sur 3 générations. C'est-à-dire que si mémé s'est fait violer ou mémé s'est fait... voilà, pendant la guerre, il y a eu pas mal de choses. C'est sur 3 générations. C'est-à-dire qu'elle aura des chocs émotionnels, etc. et ça sera inscrit dans son ADN. Mais sa fille aura des inscriptions ADN. Sa petite fille aura des inscriptions ADN. Et
la plus comment dire, la plus importante inscription d'ADN, c'est la petite fille. Je vous invite à regarder la vidéo, ce sera beaucoup mieux expliqué, ce sera plus explicite en vidéo, en images, avec les professionnels, et vous verrez, c'est quand même très intéressant. Voilà pour les violences physiques et morales qui effectivement n'empêchent, enfin c'est complètement dans le but éducatif, ça n'a absolument aucun intérêt et ça détruit l'enfant, ça détruit son cerveau, donc ça l'empêche de grandir tout à fait et de façon épanouie et équilibrée. Voilà, je vais finir par la 5e fausse croyance, à savoir qu'un enfant est manipulateur, un enfant est méchant, un enfant est capricieux. Je réponds non. Un enfant n'est ni manipulateur, ni méchant, ni capricieux. Nous l'avons vu tout à l'heure avec le cerveau de l'enfant. Le cerveau préfrontal avec le néocortex n'est pas achevé. Il est en voie de construction, il est en élaboration. Ce qui est par contre très achevé à la naissance, c'est le reptilien et le limbique, le siège du stress, des actions réflexes comme le clignement des paupières, la respiration et les émotions fortes. Donc ça, c'est tout à fait achevé, l'enfant est tout à fait à même de ressentir tout ça, le stress, les émotions fortes comme la colère, etc. Par contre, sans son préfrontal, siège de la gestion de son corps et la gestion des émotions, il n'est absolument pas en capacité de gérer ses émotions, de gérer son stress, etc. Il n'est pas en capacité d'aller réfléchir dans sa chambre, de prendre un moment pour se calmer, pour calmer sa colère. Il n'est pas en... Il comprend pas ce qui lui arrive. C'est vraiment une décharge émotionnelle importante. C'est vraiment un tsunami émotionnel qui se passe à ce moment-là dans le corps de l'enfant. Il est très important d'en prendre conscience parce que c'est à l'adulte d'aider l'enfant à gérer ses émotions. L'enfant va, en aidant l'enfant à passer ses émotions, son stress, etc., grâce au néocortex, et surtout au préfrontal que l'adulte possède, c'est lui qui va aider l'enfant. Donc en fait, il va prêter en substitution, il va lui donner, il va prêter en substitution son cerveau préfrontal à l'enfant pour lui apprendre à gérer son stress, son émotion, sa colère, son plein de tension, son plein de stress. J'en parlerai également, je pense, dans d'autres vidéos. Donc c'est l'adulte là qui est très très important à ce moment-là. Ne jamais laisser un enfant dans un état de stress à ce moment-là, puisqu'il est dans une décharge émotionnelle énorme lui-même, il ne comprend pas ce qui se passe, il est absolument pas en capacité, on l'a vu avec son cerveau, de gérer ça. Donc c'est vraiment le parent à être vraiment disponible à ce moment-là pour aider son enfant à passer ce cap-là. Et au fur et à mesure, l'enfant va apprendre à gérer son stress parce que le parent, à ce moment-là, aura permis à son cerveau préfrontal de se former, de développer, etc. Donc au fur et à mesure, si le parent est vraiment efficace, surtout présent et disponible, va pouvoir permettre à l'enfant, en grandissant, de pouvoir se gérer soi-même ses émotions. Et puis apaiser, libérer la tension, etc. Voilà, donc pas d'enfants manipulateurs, pas d'enfants méchants, pas d'enfants capricieux, mais des enfants avec des besoins. Voilà, je finirai sur ces mots-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis ravie, c'est ma première vidéo. Je vais pouvoir la poster et vous laisser visionner. Et vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez vous abonner à la page également, vous inscrire à la chaîne YouTube pour visionner et surtout ne pas louper les prochaines vidéos. Et vous inscrire à la page Facebook Enfance et Éveil. Et sur mon site internet, vous pouvez me rejoindre où il y a un blog avec des articles, je commence un petit peu, et retrouver tout ça. Et donc c'est sur enfanceéveil.com. Si le lien ne fonctionne pas, je vous le mets, comme je suis en cours de tout bien mettre en place, je vous remets les liens, etc. Et puis les livres, je mets tout.
Merci, à la prochaine fois pour la deuxième vidéo. Au revoir.